Bonjour à tous, c'est Marine Alam des Mamans Prof. Je suis aujourd'hui à la librairie du Petit Prince à Valence d'Agen, qui est une enseigne qui a ouvert il y a pas très longtemps, quand on est arrivé à Valence l'été dernier, et qu'on a tout de suite beaucoup aimé, d'une part pour la qualité de son accueil, d'autre part pour la variété de son offre, et puis pour cet endroit qui est, je trouve, très bien aménagé, très bien conçu, avec des espaces différents qui correspondent à des publics différents et finalement où chacun peut trouver sa place. L'espace des enfants avec des albums pour les petits et les grands. Ici se trouve l'espace des adultes. Et ici se trouve le rayon papeterie. Pour ce premier dos à dos, je propose de mettre en regard deux premiers romans qui se font écho. Celui d'Évilides, sorti il y a quelques jours, qui s'appelle justement Les Beaux Jours, à mettre en regard avec celui d'Isabelle Carré, sorti en 2018, qui s'appelle Les Rêveurs. Alors, pour Les Beaux Jours, ce qui m'a intriguée d'abord dans ce premier roman, c'est le titre. Un titre qui pourrait être synonyme d'une rémission, d'une convalescence, d'une résilience. Alors, oui et non, puisque finalement, ce roman retrace le chemin, les étapes du processus d'un aveu. Mais de quel aveu parle-t-on? Eh bien, il s'agit d'un drame familial que le lecteur est amené à comprendre et à dévoiler au fil de cette intrigue qui est aussi une quête de sens. Alors, pour accéder à cette vérité, on a des descriptions acérées de sensations, notamment les sensations d'une petite fille qui s'efforce de manier le stylo dans la perfection, de faire un geste graphique pour écrire une date en s'appliquant au plus haut point. Cette petite description très pointue, très acérée, peut être aussi un indice de revers, d'une fragilité intérieure, psychique, intime, qui serait le revers de cette réussite apparente. Mais il n'y a pas que les gestes contenus qui sont proposés dans les premières pages, il y a les larmes contenues. En effet, le motif des pleurs est récurrent et structure cette intrigue qui est loin d'être cousue de fil blanc. Ces sanglots sont souvent associés à la tension entre mutisme et parole, tension qui symbolise le nœud de cet aveu tant attendu par le lecteur. Autre mystère, alors un objet symbolique qui est la poupée rangée dans un coffre en bois, qu'elle désigne comme un sarcophage, un tombeau, périphrase qui met la puce à l'oreille du lecteur et qui instille une tonalité tragique dans ce récit d'enfance en apparence banale. Cette poupée, elle s'appelle Marie-Noël, elle la considère comme une sœur imaginaire et ce qui est intéressant, c'est que la grand-mère refuse catégoriquement d'en entendre parler. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est aussi l'histoire du couple formé par les parents de Lise, un couple mal assorti dans l'alliance est scellé sur un non-dit doublé d'un quiproquo et la narratrice n'en dit pas plus, mais ce qui suffit à aiguiser l'intérêt du lecteur. Ces indices tracés en pointillés dans la linéarité du roman conduisent à la révélation du drame familial du 19 novembre 1979, quelques mois avant la naissance de la narratrice. Révélation d'autant plus inattendue qu'elle provient de la bouche de la grand-mère de la narratrice, qui est diagnostiquée Alzheimer, mais qui a conservé la mémoire très précise du passé lointain. C'est donc un premier roman mûrement construit et articulé. La complexité de son architecture peut donner l'impression au lecteur de se perdre dans la chronologie des événements entre analepse et prolepse, projection dans l'avant et retour sur le passé. Mais on arrive tout de même à recomposer ce puzzle de souvenirs et d'événements. On regrettera aussi quelques clichés. Par exemple, la figure du médecin compagnon, qui est donc médecin, divinisé en héros de l'écoute et de l'empathie, qui est le seul qui témoigne d'une présence apaisante et le seul dépositaire du secret de la narratrice. Autre cliché, l'icône attendrissante mais peu crédible de la working girl, qui monte elle-même une association spécialisée dans la prise en charge des addictions. Alors le cliché de la battante qui monte elle-même son projet et finit par s'autofinancer et se salarier elle-même dans son association, c'est vraiment un mythe, puisque dans les statuts des associations loi 1901, le président ou la présidente peut se verser une indemnité jusqu'à 75% du SMIC, mais qui n'est pas un salaire. Petit détail. Enfin, il aurait été intéressant d'exploiter davantage le paradoxe du soignant soigné, puisque malgré toutes les fragilités, toutes les fêlures qu'elle dévoile
au cours du récit, elle doit quand même prendre en charge un paquet d'histoires très lourdes à travers son activité d'accompagnement thérapeutique des publics en addiction. Et donc, on peut se questionner justement sur ce paradoxe soignant-soigné. Il aurait été intéressant de l'explorer davantage. Mais malgré tout, ce n'est pas un hasard si les critiques ont souligné la plume virtuose d'Emily Bess, l'originalité de son point de vue, donc point de vue de la sœur de l'absente, et des passages édifiants sur l'impossibilité du deuil d'un enfant qui est noyé et dont on n'a pas retrouvé le corps. Voilà, toutes ces choses qui font que c'est un roman de qualité. On peut enfin mettre en valeur le courage de la journaliste, Emily Bess, qui à la base est une journaliste, et qui a fait le choix d'un virage professionnel d'envergure, puisqu'elle a décidé de laisser tomber son employeur d'origine pour atteindre une reconversion dans la cuisine et la gastronomie de haut rang. Et puis ce deuxième roman dont je voulais vous parler, qui est Les Rêveurs d'Isabelle Carré. Alors je vais reprendre les quelques lignes d'Adamo. L'oiseau sur la branche, pleure le sortilège, le froid et l'absence, cette eau de silence, blanche solitude. L'oiseau, c'est intéressant parce que c'est justement à l'oiseau qu'Isabelle Carré se compare quand elle décide de sauter du rebord de la fenêtre de sa chambre où elle est enfermée par sa mère, puisqu'elle est punie, et qui lui coûtera une lourde chute avec une fracture et de nombreux mois d'hospitalisation à la suite de cet événement. Le rêve est bien au centre de ce récit, mais aussi les traces de la réalité, puisque c'est l'opacité d'une famille irriguée, envahie par le non-dit, qui vit dans un environnement assez bohème, sans cadre et sans repère, et qui finalement laisse place à la lumière de la vérité en fin de roman. Ce qui interpelle surtout le lecteur, c'est cette première phrase d'Aragon que j'ai trouvée géniale, qui fait honneur à toutes les bibliothèques de nos familles et qui dit « Le roman, c'est la clé des chambres interdites de notre maison ». Alors comment résister à cet appât ? Eh bien, on n'y résiste pas, on cède à l'appel de l'interdit et on rentre dans la quête passionnante d'une filiation, puisque c'est la narratrice qui nous propose de remonter jusqu'à ses origines, étant née d'une fille mère dont le papa s'est évaporé dès l'annonce de la grossesse. La jeune fille est élevée par un père volontaire qui se révèle être homosexuel dans les années 70, ce qui n'est pas rien. Et puis c'est finalement le théâtre qui va lui permettre de la réparer, de la sauver. Mais aussi on croit deviner la puissance du sentiment maternel qu'elle raconte, notamment au cours de journées à la plage avec ses enfants, où elle mesure le chemin parcouru et où elle peut mettre à distance ce passé traumatique et lointain. Tout comme dans Les Beaux Jours, la trame est ponctuée de séquences de flashbacks, donc de bribes de souvenirs et de retours en arrière, mais ce n'est pas vraiment grave puisque l'agencement de ces souvenirs forme un genre de constellation qui embellit cette trame de souvenirs et qui emporte le lecteur, qui lui permet d'adhérer à l'ensemble du récit. De façon subreptice, ainsi, elle réhabilite l'écriture à caractère intime, qui n'est pas un journal intime, mais qui est une écriture qui mêle fiction et introspection. Et puis, elle s'interroge aussi sur sa compétence de lectrice, d'interprète, et sa compétence d'auteur, sa légitimité d'autrice, en se comparant à Laurent Mauvignier, l'auteur du livre Des Hommes, qui expliquait au cours d'une interview sur France Inter avoir voulu se rapprocher de son père qui s'est suicidé après la guerre. Alors ce qui fait du bien dans son texte, ce sont les nombreuses références intertextuelles, cinématographiques et surtout musicales, puisqu'elle dissémine au fil de ses textes soit des extraits de paroles, soit elle mentionne des titres de chansons, des groupes, Police, U2, David Bowie, mais aussi des chanteurs très français, Léo Ferré, Adamo, Jacques Brel, et j'en passe. Et ça permet finalement de donner une couleur au récit et de le rythmer. Enfin, c'est le récit d'une métamorphose qui s'est aussi opérée grâce à un langage authentique, poétique, sobre, où toutes les réminiscences sont empreintes du plaisir de la nostalgie.